Bonjour, bienvenue pour cette première conférence du 48e congrès de l'Intech, ici dans cette belle ville d'Angers qui allie le patrimoine et l'intelligence de la mobilité. Donc on est vraiment dans ces sujets de rupture qu'on traite tout au long de ces 2 jours de congrès et de conférences. Première conférence, on rentre sur un sujet très pointu et essentiel qui est la rupture environnementale et climatique et l'impact et les enjeux pour le secteur, les opportunités et la confiance du secteur BTP par rapport à cette rupture environnementale climatique qu'on traite avec 2 experts très complémentaires de par leur métier. Alé Sall, qui peut venir sur scène. Bienvenue, monsieur, enchanté. Sylvain Tessier. Alors, je ne sais pas si on présente Sylvain Tessier. Bon. Alors, Alé Sall est chef de projet. Alors, c'est un titre qui montre que c'est pointu, parce que vous êtes chef de projet au sein de la coordination interministérielle du plan de rénovation énergétique des bâtiments au sein, nouvelle dénomination des ministères, au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, puisqu'avec le remaniement, il y a eu, on en parlera, une réorganisation de la gouvernance. Sylvain Tessier, il est secrétaire général de l'Intech. Il a en charge notamment tous les aspects, dimension, partage d'expertise et formation. Il est dirigeant d'entreprise et économiste de la construction lui-même. Merci d'être présent. Bien évidemment, on parle de rupture digitale et aussi des avantages du digital, donc c'est complètement interactif. Pour cadrer les enjeux du plan climat du gouvernement, oui, bien évidemment, et notamment par rapport au BTP, la filière construction, Alé et Sylvain, 3 chiffres. Il faut une neutralité carbone en 2050 sur un secteur qui consomme 40% de l'énergie, grosso modo, et qui émet 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est les 3 chiffres clés. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Et bien évidemment, on est autorisé quand on parle à retirer le masque, hein, si vous le souhaitez. Donc bonjour à toutes et tous. Effectivement, ce sont les 3 chiffres clés qu'il faut avoir en tête pour commencer à aborder cette réflexion-là, ce qui permet aussi de comprendre pourquoi le bâtiment est un enjeu aussi central, finalement, quand on parle de transition écologique dans notre pays, mais pas seulement. Un des enjeux, effectivement, qui est porté par le gouvernement, c'est cet objectif central de la neutralité carbone à l'horizon 2050 qui implique de revoir finalement l'ensemble de nos pratiques, à la fois en tant que professionnel, en tant que pouvoir public, en tant que citoyen également, pour assurer l'atteinte de cet objectif qui conditionne derrière tout un tas de secteurs, de capacités à faire. Et donc l'enjeu de cette transformation, en particulier dans le secteur du bâtiment, est à la fois dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également dans la réduction des consommations énergétiques. Donc c'est aussi bien sur la construction neuve, et on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, mais aussi sur la rénovation performante du parc existant, qui concentre quand même l'essentiel de l'enjeu, parce qu'en fait, les bâtiments de 2050 sont pour une très grande partie d'entre eux déjà là. Donc il s'agit de travailler sur cette base. Sylvain, peut-être un mot d'introduction sur l'enjeu neutralité carbone 2050 et puis l'impact du BTP qui est vital, bien évidemment, mais qui représente 40% des consommations d'énergie et près de 25 à 30% selon les calculs des émissions de gaz à effet de serre. Oui, quand on parle du BTP, là, on parle des bâtiments. Oui. Dans les bâtiments dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous travaillons, nous étudions. C'est toutes ces consommations des bâtiments qui sont intégrées dans ces chiffres et qui ont un impact important. Donc il faut bien comprendre que c'est les bâtiments, mais aussi notre mode de vie qui a influence ces chiffres-là. J'allais dire juste, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens pour les améliorer. C'est-à-dire que ces chiffres-là ne stigmatisent pas de manière très négative le secteur. Au contraire, ils montrent qu'on peut faire des progrès et on va le voir pour la suite. Ouais. Soyons positifs. Énergie positive, par tout le travail que vous faites ensemble, notamment. Donc il y a 2 piliers dans la politique de l'exécutif, d'une façon stratégique. C'est la réglementation RE 2020 sur le neuf et la réglementation énergétique des bâtiments, dont on a parlé récemment depuis une semaine via les annonces de Jean Castex sur le plan de relance, sur la rénovation de l'ancien. Est-ce que, Sylvain et Alé, ce sont les 2 piliers de cette stratégie pour le plan climat et les objectifs 2050 ?
C'est deux piliers qui nous touchent directement, nous, acteurs de la construction. Oui. C'est-à-dire que ça touche effectivement notre façon de construire ou de rénover les bâtiments. Après, cette stratégie, elle s'accompagne de faire évoluer, ça découle derrière sur les industriels du bâtiment qui exposent aujourd'hui, qui doivent aussi mettre en œuvre des produits bas carbone, pour engager cette stratégie. Donc, voilà. Mais les deux piliers principaux, effectivement, c'est comment on va construire ou rénover les bâtiments demain pour les rendre bas carbone. D'accord, donc c'est tout un cadre. Et élément de décor important, est-ce que vous pouvez parler de la reconfiguration du ministère, le logement étant maintenant dépendant du ministère de la Transition écologique et solidaire, ce qui est un signe fort, et puis aussi de votre fonction coordination interministérielle, ce qui est important au sein du plan de rénovation des bâtiments et au sein de ce ministère? Oui, tout à fait. Effectivement, donc dans le dispositif gouvernemental qui existait jusqu'au début juillet de cette année, donc on avait un partage finalement de la question de la rénovation des bâtiments, de la rénovation énergétique des bâtiments entre d'une part le ministère de l'écologie, qui a traditionnellement une approche sur la performance énergétique des constructions, à la fois neuves et existantes, et de l'autre côté, le ministère du Logement, qui a une vision finalement tournée autour de l'amélioration de l'habitat. Donc comment on fait pour améliorer le confort dans le logement dans ces différentes composantes, qu'il s'agisse effectivement de la question du confort thermique et de la qualité, de l'efficacité énergétique des constructions, mais aussi sur des aspects liés à la salubrité, à ce qu'on qualifie d'indécence également, sur l'adaptation au vieillissement ou au handicap. Donc voilà, c'est une approche qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large. Et donc l'enjeu finalement, c'était de travailler à la conciliation de ces deux exigences, dont l'une n'a pas forcément de primauté ou de valeur supérieure par rapport à l'autre, mais qu'il s'agit de concilier pour éviter du coup de finalement n'atteindre aucun des objectifs qu'on s'est fixés. Et donc la coordination interministérielle sur la rénovation énergétique des bâtiments est née de cette volonté des deux ministres de l'époque, donc Emmanuel Vargon qui était alors secrétaire d'État à la transition écologique et de Julien Denormandie qui était ministre de la Ville et du Logement, de travailler ensemble, main dans la main, pour essayer justement de concilier ces approches-là et d'avoir une politique dont l'ambition et les moyens permettraient réellement d'atteindre ces objectifs que nous sommes fixés. Donc Agnès Delaurent a été nommée du coup coordinatrice interministérielle sur la rénovation énergétique des bâtiments à l'automne dernier. Et donc, elle a constitué autour d'elle une équipe dont je fais partie sur trois volets, à la fois la rénovation du parc tertiaire, public et privé, la rénovation des logements, donc c'est la mission que j'assure plus directement, et le soutien à la filière et l'amélioration de l'offre de travaux. Et donc, depuis le mois de juillet, donc, il y a eu le remaniement gouvernemental, et donc le ministère du Logement a été placé sous l'égide du ministère de la Transition écologique, et donc ça envoie effectivement un signal important pour montrer que l'ensemble des composantes finalement de la vie, de notre environnement, qu'il s'agisse des transports, du logement, de l'aménagement de l'espace dans une grande partie de ces dimensions, finalement sont des vecteurs de la transition écologique. Et donc, c'est important aussi d'avoir à l'esprit que c'est l'ensemble des éléments finalement de notre quotidien qui contribuent à cela. Donc, nous sommes tous acteurs. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois de travailler beaucoup mieux ensemble au sein du ministère, donc avec les différents services qui interviennent sur ce sujet-là, avec les différents opérateurs de l'État comme l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA, l'ADEME qui est l'agence de transition écologique, mais aussi tout un tas d'autres acteurs, et également avec les collectivités territoriales, la société civile, les entreprises, etc. Et donc, pour juste terminer sur la dimension interministérielle de cette coordination, c'est aussi travailler avec les autres ministères, donc le ministère du Travail, parce que du coup, il y a beaucoup de sujets qui sont liés au monde économique, effectivement, la formation, donc je vois beaucoup de jeunes dans la salle, et du coup, il y a aussi un sujet de renouvellement des générations et des compétences dans
dans le secteur du bâtiment. Et donc, c'est très heureux de voir qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions-là. Mais également le ministère des Finances, etc. Donc, un enjeu profondément transversal et multithématique. D'accord. Alors, s'il y a sur les deux piliers, Sylvain Tessier, sur la RE, la réglementation RE 2020, qui porte sur le neuf, quels sont les objectifs en matière de performance environnementale? Et puis, nous, on connaît, de par différents congrès, la RE 2012. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire les écarts et vos retours d'expérience? Pourquoi ce cheminement? Alors, pour la construction de bâtiments neufs, une nouvelle réglementation va apparaître, qu'on appelle la RE 2020. C'est une réglementation environnementale qui est nommée en 2020, qui fait suite à une réglementation qui s'appelle la RT 2012, qui a été expérimentée depuis 2011. La RE 2020 transcrit vraiment ce qu'on vient de dire sur les ambitions et le plan bas carbone, car elle va instituer pour la première fois, à ma connaissance dans le monde, une réglementation de construction de bâtiments qui allie à la fois l'aspect énergétique et à la fois l'aspect carbone. Donc là, on est dans le thème, c'est une rupture. C'est une façon d'engager la construction de bâtiments tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus que... avant, on s'intéressait qu'à l'énergie. Et là, on va prendre un peu de recul et on va regarder plus l'impact carbone global du bâtiment. Matériaux, équipements compris. Matériaux, équipements, pas encore notre façon de vivre à l'intérieur. On n'en est pas là, mais en tout cas, on va regarder l'ensemble des matériaux et l'ensemble des équipements et la consommation sur toute la durée de vie du bâtiment. La période d'étude, d'ailleurs, normalement, est de l'ordre de 50 ans. Voilà, ça peut se caler encore, mais voilà, on va plus loin que simplement l'acte de construire. On est sur aussi une vision de l'exploitation du bâtiment. Tout le cycle de vie. Tout le cycle de vie. Donc c'est une vraie rupture. Je tiens à signaler que cette rupture a été bâtie en concertation avec l'ensemble de la filière. Elle est en cours. Tous les indicateurs ne sont pas arrêtés. Mais en tout cas, la voie est lancée. On sait vers où on va. À quel niveau on va fixer les objectifs, ça, on ne sait pas encore. Mais voilà, on sait qu'on s'engage là-dedans. Et c'est déjà une rupture à laquelle il faut se préparer. Et la date finale d'arrivée? Alors, on nous promet des textes qui vont donner donc les objectifs à atteindre dès janvier de l'année prochaine, avec une entrée en vigueur dès l'été 2021. Ce qui veut dire qu'entre janvier et l'été 2021, il faut commencer à analyser, peut-être tester, simuler des bâtiments pour pouvoir ensuite les présenter conformes à la réglementation à l'été 2021. Voilà. Mais c'est une concertation, son jeu de mots, c'est une co-construction, et puis votre présence, M. Salle et Sylvain Tessier en témoignent. Mais le confinement a été un coup d'arrêt ponctuel assez important quand même. Il a effectivement, étant donné que tout est basé sur une concertation avec la filière et des études de simulation, le confinement a mis un peu à reculer un peu le planning, le calendrier, parce que c'était moins facile de se concerter et d'échanger. Mais ça a repris dès la fin du confinement et tout cet été a eu lieu encore une concertation avec toute la filière. Et on pourrait rester donc sur cette deadline de été 2021. Été 2021, entrée en vigueur de la future RE 2020. D'accord. Vous parliez de matériaux et d'équipements. Qu'est-ce que ça impacte en termes de choix et aussi de mode de vie, ce qui est très intéressant? Qu'est-ce que ça impacte à ce stade de notre connaissance du dossier en termes de choix de matériaux, de bâtiments et de solutions d'énergie décarbonées? Alors, comme je vous disais, la concertation est en cours. Les niveaux, les indicateurs à atteindre ne sont pas encore fixés, donc je ne peux pas répondre de manière claire. Ce qu'on sait, c'est que durant cette concertation a été mise en place une expérimentation qu'on a appelée E+C- aux énergies carbone, dont l'objectif c'était de recueillir des bâtiments et de simuler des bâtiments dans les projets réels. Donc il y a eu près de 1200 bâtiments collectés, analysés, et chacun pouvait proposer des différents niveaux, et devait donner ça à l'État. Et l'État, avec les acteurs du bâtiment, ont décortiqué les résultats et ont pu en tirer des leçons. On voit on voit tout de suite, dans certains cas, la contradiction entre économiser l'énergie
et utiliser et baisser le carbone. C'est-à-dire que schématiquement, je vous donne un exemple, mais je n'en veux pas à cette filière, mais les panneaux photovoltaïques, par exemple, qui pourraient permettre de baisser en consommation, car ils produisent de l'énergie renouvelable, ont un impact carbone dans leur construction et leur recyclage qui est assez fort. Donc plus vous mettez de panneaux, plus vous avez un impact carbone. À vous de choisir le bon curseur. Mais les économistes de la construction, leur métier c'est de prescrire, et ils connaissent et ils savent chiffrer aussi. Oui. Précisément. Donc ça a une valeur importante, puisque parfois on peut effectivement avoir un réflexe qui n'est pas forcément le meilleur au meilleur moment, au meilleur endroit. Oui. En termes de réflexe, je pense qu'on va devoir perdre nos réflexes et en adopter d'autres avec l'arrivée du carbone, parce qu'il va falloir effectivement choisir, voilà, par exemple, cette moquette. Demain, dans la réglementation, il faudra peut-être se poser la question de, outre ses qualités techniques et son coût, mais aussi son impact carbone. Et peut-être comparer avec un autre vêtement qui aura un impact carbone plus favorable à l'atteinte de l'objectif. Voilà. Donc à chaque fois, on priorise des solutions écologiques et moins fossiles. Le carbone décrit effectivement ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, on économise des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les solutions type biosourcées ou un peu plus naturelles sont plébiscitées. Mais à l'heure actuelle, la concertation, je tiens à le dire, ne veut pas dire qu'on va construire que des bâtiments tout en bois ou avec des isolants naturels ou tout ça. Non. Et tout équipé de radiateurs électriques? Non. On reste dans un objectif de conserver les filières existantes, mais de les amener à s'améliorer progressivement pour baisser leur impact carbone. Voilà. C'est ce que je disais dans le côté positif, y compris de cette réglementation, c'est plutôt une démarche positive de nous emmener tous à nous améliorer, mais progressivement. Vers des énergies décarbonées, des choix de matériaux et d'équipements décarbonés. Donc tout ça, c'est dans le cadre de votre concertation qui a sur RE 2020, oui, avec les ministères et notamment, par exemple, les filières bois, les artisans. Est-ce qu'il y a même, par exemple, les artisans en chauffage électrique? Est-ce que c'est l'ensemble de la filière horizontale, verticale? Toutes les filières, que ce soit construction de matériaux, énergéticiens purs, type EDF, ouais, mais également les entreprises, les exploitants, et vraiment toutes les filières sont représentées, y compris les associations de défense de l'environnement. Voilà, vraiment toutes les filières sont représentées. D'accord. Ouais, pour ajouter un petit mot, effectivement, l'enjeu pour l'État et le ministère, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table et de construire finalement une réglementation qui soit à la fois exigeante du point de vue de la performance environnementale, donc dans ses différentes composantes, et notamment du point de vue de l'énergie et du carbone, comme vient de l'indiquer Sylvain Tessier, mais aussi mobilisatrice et impliquante en anticipation de sa mise en œuvre, parce que effectivement c'est une rupture et donc nécessite un accompagnement et donc d'embarquer vraiment tout le monde dans la dynamique. Donc c'est vrai que cette expérimentation s'est déroulée sur une période relativement longue par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, mais c'est un temps qui était nécessaire, qui se poursuit effectivement et qui permettra, en tout cas c'est vraiment la dynamique dans laquelle on s'inscrit, de tenir l'échéance de l'été 2020 pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation environnementale. Alors, à toute cette stratégie... 2021. 2021, pardon, j'ai dit... Tant mieux. C'est une marque d'anticipation un peu trop forte. Mais tant mieux. Et donc, on est à la fois dans la stratégie, la concertation et l'opérationnel. Vous avez aussi mené des expérimentations très concrètes. Est-ce que, sur les 600 bâtiments ou d'autres, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur d'autres, pour montrer concrètement comment toute cette filière travaille ensemble, parce que c'est ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité de l'économie française. Donc. Oui, enfin encore une fois, je ne veux pas annoncer des seuils ou des niveaux, parce qu'ils ne sont pas définis. Oui. On a vu, parmi les 1200 bâtiments simulés, se dégager une majorité de bâtiments qui étaient de type... du énergie 2, c'est-à-dire un gain d'environ 20% par rapport à la réglementation 2012. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu. Maintenant, est-ce que ce sera le niveau fixé futur? Je n'en sais rien. Après, il y a eu un travail au travers de cette concertation
bureaux d'études, d'économistes qui ont simulé différentes variantes, différentes solutions pour offrir aux acteurs de la filière vraiment de la matière dans la décision. Mettre du chiffre. Et à chaque fois, effectivement, il y a une analyse économique, y compris en coût global, qui s'associe à cette démarche. Surtout le cycle de vie, conception, construction, maintenance, déconstruction. L'autre rupture de cette réglementation, c'est qu'on travaille, on l'a dit, sur le carbone, donc le cycle de vie du bâtiment. Et ce cycle de vie, on l'associe assez facilement à quel coût j'ai d'exploitation de ce bâtiment, et si je fais telle solution, est-ce que j'ai un coût différent sur sa durée de vie? C'est ce qu'on appelle une étude en coût global. Et la réglementation va a priori pas imposer d'études en coût global, mais les acteurs vont progressivement s'habituer à avoir cette démarche de coût qui va au-delà de simple investissement. Alors, qui dit rupture dit effectivement quitter ses réflexes et nécessite de l'acculturation, donc de la formation. Qu'est-ce qu'au niveau de l'Intec ou de la filière est prodigué et proposé aux acteurs pour s'acculturer à RE 2020 notamment Alors, l'Intec propose effectivement un service formation qui expose aujourd'hui, qui propose un certain nombre de solutions, notamment des solutions en e-learning type MOOC, qui depuis déjà plus d'1 an traite de cet aspect de carbone pour nous préparer, économistes, mais aussi acteurs de la construction, à comprendre c'est quoi l'enjeu du carbone et comment il va influer et influencer sur ma pratique. C'était l'exemple de la moquette où je vais devoir réfléchir avec un nouvel indicateur. Depuis nombreuses années aussi sur tout l'aspect thermique, bien comprendre comment on appréhende la performance thermique d'un bâtiment. Et on vient de mettre en ligne cette semaine un MOOC sur le coût global, parce qu'il y a nécessité, voire urgence, à bien comprendre cette notion de coût global et à se l'approprier, parce que... Sur le cycle de vie. Voilà, parce qu'on passe à cette étape-là maintenant. Bien sûr. On ne traite plus que de l'investissement, mais on traite de tout le cycle de vie des bâtiments. Jusqu'à la déconstruction. C'est la nouveauté, et c'est notre responsabilité d'acteurs et d'économistes d'aller dans ce sens-là. Donc on peut des données au maître d'ouvrage. On peut y accéder notamment sur le site de l'Intec. Sur le site de l'Intec, les MOOC sont accessibles. D'accord. Allez, ça, le deuxième pilier, c'est le plan de rénovation énergétique des bâtiments, qui était chiffré à 6, 7, 8 milliards dans le cadre du plan de relance annoncé par Jean Castex de 100 milliards au global, toute l'économie française. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments, qui est l'alter ego pour l'ancien de ce qu'est la RE 2020 pour le neuf? Sylvain, si je suis... Je précise si que je ne me trompe le pas. plan de rénovation donne des sous pour le réaliser, la RE 2020 ne donne pas de sous. Voilà. C'est juste une réglementation qui s'impose. C'est ça, voilà, il n'y a pas d'aide. C'est finement dit. Donc c'est une petite subtilité. Non, mais j'avais fait exprès, on avait préparé ensemble. Bien sûr. Alors sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments, en fait, il s'inscrit dans le cadre du plan climat national, donc qui avait été dévoilé à l'été 2017 par Nicolas Hulot à l'époque. Le plan de rénovation énergétique des bâtiments, c'est finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois accompagner la montée en compétences de la demande, accompagner la structuration aussi de la filière et donc améliorer l'offre. Et développer des outils qui permettent à la fois à l'offre et à la demande de se rencontrer et de la façon la plus fluide et simple possible. Donc le plan de relance, donc France Relance, qui a été dévoilé par le Premier ministre la semaine dernière, prévoit une enveloppe globale de 100 milliards d'euros, dont 40% proviennent finalement de fonds de l'Union européenne, tout à fait. Donc c'est un point déjà qui est extrêmement important à souligner. Dans le cadre de ces 100 milliards, en fait, près de 7,5 millions sont consacrés, 7,5 milliards sont consacrés au logement et à la rénovation énergétique. Du coup, c'est 3 volets principaux. D'une part, les aides à la rénovation des logements, donc à la fois sur le parc privé et sur le parc social, j'y reviendrai plus en détail. L'accompagnement et l'aide avec des soutiens financiers complémentaires à la rénovation des bâtiments publics,
donc à la fois le patrimoine de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Et enfin, donc des aides pour les entreprises, en particulier pour les TPE-PME, qui représentent 99% finalement du tissu des entreprises au niveau national. Donc c'est aussi en leur direction que l'État voulait accompagner la relance et le rebond suite à la crise que nous traversons toujours d'ailleurs. Donc tous les établissements, bureaux et usines ? Exactement. En fait, pour revenir plus en détail sur les différentes mesures, sur le volet logement privé, donc ça concerne à la fois les maisons individuelles, mais aussi les copropriétés. L'idée, c'est de faire de MaPrimeRénov' l'aide pivot en matière de rénovation énergétique des logements. Donc MaPrimeRénov', c'est une nouvelle prime qui a été mise en place au 1er janvier 2020, qui résulte de la transformation de l'ex-crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, avec la prime Habiter mieux de l'ANA, donc qui était consacrée en 2020 en priorité aux ménages modestes et très modestes. Et aujourd'hui, donc à partir du 1er janvier 2021, cette prime sera ouverte à l'ensemble des ménages. Donc la ministre Emmanuelle Wargon, en charge du logement, a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser ces différentes évolutions. Donc ça veut dire que les ménages, quel que soit leur niveau de revenu, pourront bénéficier de cette prime pour réaliser des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de leur logement. Donc il y a toujours des aides sur les différents gestes de travaux qui peuvent être réalisés. Et là, avec les évolutions qu'on propose, un encouragement spécifique pour les travaux de rénovation globale, donc qui intègrent le logement dans sa totalité et donc vise plusieurs corps d'état de travaux, à la fois sur l'isolation, sur les équipements de chauffage, etc., etc. Donc c'est une prime qu'on a au départ, ça limite la dépense, c'est pas défiscalisé. Exactement. L'intérêt, c'est que c'est une prime qu'on peut solliciter en déposant un dossier sur le site MaPrimeRénov', qui est en ligne actuellement. Vous avez un délai d'instruction qui est de quelques jours à 2-3 semaines, et au terme de cette période, si votre dossier est validé, vous recevez la prime. Et donc, ça vous permet d'engager les travaux très rapidement avec l'artisan ou les artisans que vous avez sélectionnés. Donc, c'est d'une part pour les propriétaires occupants, mais aussi pour les propriétaires bailleurs et également les copropriétés. Donc voilà, c'est aussi de ce point de vue-là une offre complète sur le logement, donc dans ces différentes composantes. Donc ensuite, il y a un deuxième volet sur la réhabilitation du parc social, avec des aides de l'ordre de 500 millions d'euros donc pour les bailleurs sociaux, afin de les accompagner dans la rénovation énergétique performante de leur parc. Donc l'idée, c'est également d'encourager des démarches innovantes en matière de réhabilitation. Donc on pense notamment à l'expérience d'Energy Sprong, qui est une démarche qui avait été initiée aux Pays-Bas et qui permet finalement, dans un temps extrêmement réduit, de l'ordre de quelques jours, de réaliser une opération de rénovation en maintenant les habitants dans le logement et en garantissant du coup une performance énergétique maximale sur une longue période. Donc voilà, il y a des expérimentations qui sont déjà en cours en France depuis plusieurs mois maintenant, et l'idée, c'est vraiment d'industrialiser ce type de procédé pour la période qui vient. Et enfin, donc pour poursuivre sur le volet tertiaire, donc d'une part le public avec une enveloppe de 4 milliards donc sur la rénovation du parc de l'État, avec des enveloppes dédiées pour les collectivités territoriales. J'ajoute qu'il y a 2 milliards complémentaires qui sont prévus dans le cadre du Ségur de la santé sur les bâtiments de santé, notamment les hôpitaux et les EHPAD. Et concernant le tertiaire privé, donc les locaux des entreprises, donc des TPE, PME, donc un crédit d'impôt est lancé donc dès maintenant et jusqu'à la fin de l'année 2021
qui permet aux entreprises finalement de réaliser des travaux de rénovation énergétique de leurs locaux, donc avec une aide qui peut aller jusqu'à 30% du coût total des travaux dans la limite de 25 000 €. Donc c'est une aide concrète, un dispositif simple, en tout cas qu'on a voulu le plus simple possible, qui permettra également d'accompagner les entreprises dans ce cadre-là. Donc le plan de relance, ce sont des mesures d'accompagnement financier et de l'ingénierie également qui est mise à disposition des différents acteurs par la mobilisation des services de l'État, qu'il s'agisse de ceux du ministère directement, mais aussi des services déconcentrés, donc des préfectures et de leurs différentes émanations, donc qui sont aux côtés des territoires et des acteurs pour faire que cette relance soit la plus efficace, solidaire et qui produisent des résultats finalement dans une temporalité qui arrive très vite. Alors, c'est des sommes. Bon, il y a toute une démarche de communication comme toute action politique, ce qui est normal, parce qu'il y a des investissements qui étaient déjà prévus auparavant, donc c'est globalisé, ce qui est compréhensible. Ça concerne beaucoup d'acteurs, puisque ça va concerner les maires pour les écoles, les régions pour les lycées, pour les établissements de l'État, etc., la pluralité d'acteurs que vous venez de citer. Comment, Sylvain Tessier, vous appréhendez la façon dont les acteurs de la filière construction reçoivent, perçoivent, comprennent et vont agir, parce que c'est un jeu à plusieurs. Est-ce que ces investissements, comment on y accède facilement et dans quel timing aussi ? Dans ce qui a été dit, on voit bien qu'il y a une simplification de l'accès à l'information via la réunion de tout au sein de MaPrimeRénov'. Donc ça, pour les particuliers, ça va être plus simple d'accéder, notamment plus simple d'accéder à l'information. Il a bien été dit, il faut faire attention aux mots, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs typologies de bâtiments. Oui. Il y a des aides pour rénover les bâtiments de l'État. Généralement, l'État lance des marchés publics, donc fait appel à des maîtrises d'œuvre, et donc ça reviendra effectivement, ça pourra faciliter nos missions d'économistes. Il y a des aides pour ensuite les bailleurs qui pratiquent à peu près le même processus, c'est-à-dire font d'abord faire une étude, puis ensuite lancent les travaux. Et puis après, on arrive sur soit les bailleurs privés, soit les particuliers, voire les entreprises, où là, effectivement, et vous l'avez dit, c'est qu'on passe quasiment directement du client, tout un chacun habitant dans son logement, à l'artisan. Et ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique et les plans successifs n'ont pas forcément produit tous les effets escomptés. J'ai l'impression, peut-être, qu'il manque un rouage pour aider le particulier à devenir maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage qui engage des travaux. Qui s'approprie. Des nuisances, des contraintes. Je pense pas que... je pense qu'on a déjà vu des critiques sur les durées de chantier qui peuvent être plus longues que prévues et donc des inconvénients. Donc, je pense que le plan sera une réussite s'il sait intégrer et favoriser l'intervention de professionnels qui savent devenir chef d'orchestre. Ce qu'on dit, c'est le dernier kilomètre quelque part qui est essentiel en fait. Oui, voilà, mais c'est pas si c'est le dernier kilomètre. En tout cas, pour qu'on franchisse cette étape-là, il faut mettre un rouage supplémentaire qui manque jusqu'ici. Et je ne jette pas la pierre du tout aux artisans, aux entreprises. Elles font ce qu'elles peuvent, mais il faut coordonner. Là, vous avez parlé de primes qui traitent sur plusieurs types aspects de travaux, c'est-à-dire plusieurs artisans. Qui d'entre nous a envie en tant que particulier, de s'engager à venir driver plein d'artisans chez lui pour rénover son logement. Enfin, c'est compliqué. Mais alors, c'est le rôle des entrepreneurs avec les économistes. C'est plutôt le rôle de la maîtrise d'œuvre et des économistes également, de pouvoir assurer ce rouage. Phaser, chiffrer, prévoir. En tout cas, c'est mon expérience en voyant les différentes aides qui ont eu lieu et qui n'ont pas forcément porté les fruits escomptés. Parce que souvent, c'est... Ah oui, c'est très bien, imaginons qu'on dise c'est très bien, mais comment c'est fléché, comment ça arrive à destination et comment on se l'approprie. Allez, ça, tout à fait. Pour compléter, effectivement,
par rapport à ce que dit Sylvain Tessier, il y a un vrai sujet sur la manière finalement d'accompagner les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, dans ces démarches-là. Donc ce qui est important de souligner, c'est que depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, notamment via le soutien qu'apportait l'ADEME, il y a un réseau de conseillers qui a été mis en place, donc on appelait auparavant les conseillers Info-Énergie, donc qui s'appelle désormais les conseillers FER, donc dans le cadre de la marque FER qui a été initiée en 2018 par le gouvernement, donc qui veut dire faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique. Donc FER, c'est un service public donc, qui est mis en place par l'État, qui est animé par l'ADEME en lien avec les collectivités territoriales, qui permet de développer une offre d'accompagnement public pour les ménages, pour la rénovation de leur logement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, dans la salle, vous avez dans votre logement une problématique et vous vous posez la question de comment finalement je fais pour rénover mon logement, pour régler la situation dans laquelle je suis. Et ben, vous avez à la fois un numéro unique, donc le 0808 800 700. Vous avez un site qui s'appelle fer.gouv.fr avec derrière des conseillers qui peuvent vous diriger vers la structure de proximité, donc à côté de chez vous, auprès de laquelle vous pourrez prendre rendez-vous, avoir des informations et un conseil personnalisé pour rénover votre logement, donc avec un appui à l'analyse des différentes caractéristiques de votre logement, la mise en relation avec une liste de professionnels labellisés RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Donc ce sont des professionnels qui se sont engagés dans une démarche de qualification de leurs compétences et de leur savoir-faire par rapport à des exigences qui sont portées au niveau national. Donc c'est un gage aussi de confiance et de sécurisation vis-à-vis de démarches plus scrupuleuses. Et donc, c'est à la fois vous mettre en relation avec des professionnels qui vont vous aider à faire un audit énergétique de votre logement, à construire et à formaliser votre projet, de façon à ce que derrière, les maîtres d'œuvre qui vont s'impliquer dans la conception et la mise en œuvre opérationnelle de votre projet aient la tâche qui soit aussi facilitée parce que la demande sera plus qualifiée et qu'en définitive, ça leur permettra de faire des devis donc plus simples par rapport à l'attente et à la demande qui est formulée, de pouvoir véritablement répondre aux besoins. Et finalement, ces conseillers FER sont finalement des poissons pilotes qui permettent à la fois aux ménages de se sentir soutenus, épaulés et accompagnés aux différentes étapes de la rénovation de son logement, mais aussi finalement de garantir pour les entreprises, pour les opérateurs qui vont s'assurer de la réalisation des travaux, du fait d'avoir en face des ménages qui sont dans une bonne compréhension finalement de leur projet et de leur démarche, qui sont outillés également parce qu'ils sont bien informés, qu'ils ont eu un conseil de qualité qui est indépendant et gratuit, donc c'est important de le souligner. Et donc avec du coup un plan de financement via la mobilisation de différents dispositifs d'aide, ce qui garantit aussi la solvabilité in fine du ménage par rapport aux travaux qu'il souhaite engager. Donc ce service public FER, c'est une partie de la réponse finalement à ce trou dans la raquette qu'évoquait Sylvain Tessier. C'est nécessaire, mais c'est probablement pas suffisant. Donc pour cela, le gouvernement a mis en place depuis septembre 2019 un outil qui s'appelle, via les programmes des certificats d'économie d'énergie, donc pour financer le développement de ce réseau-là en partenariat avec les collectivités territoriales et qui étend en plus le service aux entreprises donc, du petit tertiaire. Donc, ce qui leur permet également, en tant que, par exemple, propriétaire d'une boulangerie, d'un commerce en pied d'immeuble, de pouvoir bénéficier aussi de ce conseil neutre, indépendant et gratuit pour la rénovation de ces locaux commerciaux. Donc, il y a des briques qui commencent à se structurer, à se mettre en place, à se développer sur le territoire. Il y a la nécessité que ça prenne vraiment son essor le plus complet possible. Et derrière, effectivement, il y a aussi des enjeux d'accompagnement des maîtres d'œuvre pour qu'ils puissent être pleinement au rendez-vous et que finalement on ne leur fasse pas peser une charge qui ne relève pas forcément d'eux à la base, quoi. Donc il y a toute une communication qui est déployée. Sylvain Tessier, il y a un enjeu sociétal, vital pour le pays, même à l'échelle du monde.
vous vous dites qu'il y a un enjeu aussi, vous entendez le fait qu'il y a un enjeu professionnel pour la filière construction essentielle, notamment quand vous parlez de rouage, vous faites signe aussi aux économistes de la construction que vous représentez, comme quoi c'est un bien fondé, c'est essentiel, mais en plus il y a une opportunité de service auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités, des maîtres d'ouvrage, pour s'approprier le financement du plan de rénovation énergétique et s'approprier ce qui est en cours en cheminement, la RE 2020. Oui, enfin, bon, c'est ce qu'on a compris. Mais la rénovation des bâtiments, c'est pas nouveau. On appelle ça maintenant rénovation énergétique parce qu'on met l'accent sur quelque part le premier indicateur. Pourquoi on a envie de rénover? Bon, la rénovation énergétique, il ne suffit pas de coller un isolant sur un bâtiment. C'est bien plus complexe que ça. Il faut analyser sa structure, comment ses parois, l'hygrométrie traverse ses parois. Il faut sans doute remplacer la ventilation si on vient refermer des parois, enfin ainsi de suite. Donc cet aspect-là n'est pas nouveau. C'est un travail que les économistes mènent dans différents projets depuis de nombreuses années. Donc on voit bien que des milliards sont mis sur la table. Donc forcément, on l'espère, il y aura un impact sur les missions qui pourront nous être confiées. Voilà, continuons à nous former. On parlait de MOOC tout à l'heure. Il existe des MOOC, pas à l'Intech, mais sur une plateforme d'État qui s'appelle MOOC Bâtiment Durable, qui montre assez précisément comment on rénove un bâti ancien. Et c'est l'exemple que je citais sur « il ne suffit pas de coller un isolant ». Voilà, ce que je souhaite simplement, c'est que ces milliards aillent au bout de l'objectif de baisser les émissions carbone, ça veut dire de faire vraiment des économies réelles sur les bâtiments. Et donc, cette ambition très forte s'accompagne forcément d'une vision très large, bien plus large, et que les maîtres d'œuvre et les économistes peuvent mener, voilà, pour aider la concrétisation de ce plan. Voilà, ce n'est pas en sélectionnant des brides de travaux qu'on va forcément arriver à cet objectif. Voilà. Mais encore une fois, c'est évidemment, je me réjouis de ce plan et du renforcement des milliards qui arrivent, qui vont produire des effets. Je voudrais qu'ils produisent tous leurs effets. Voilà. Que ça arrive à son terme, puisque c'était l'ordre du jour du congrès il y a 2 ans, sur le cycle de vie, avec toute cette culture qu'ont les économistes de la construction sur le cycle de vie et le phasage de conception, de construction, de maintenance, de déconstruction, qui est la boîte noire pour mener à bien tous ces projets. Oui, le phasage, et puis derrière, je n'ai pas parlé, vous m'excuserez, mais ça me paraît tellement évident, le coût. C'est-à-dire que le particulier, comment sait-il qu'il va payer le bon prix pour les bons travaux, avec la bonne efficacité? En plus, avec toutes les problématiques, même s'il y a des aides de pouvoir d'achat qui arrivent avec la crise économique. Alors, il peut le savoir, il y a des très bons artisans qui font de très bons conseils. Encore une fois, il n'y a pas de souci, mais dans bon nombre de cas, on sent des blocages. Voilà, qu'il faut lever. C'est simplement une proposition qu'on puisse participer à lever les blocages. D'accord. Allez, Sal et Sylvain, si vous avez un mot de conclusion, et puis après on peut poser des questions publiques ou qui n'hésitez pas à interagir. Je propose qu'on laisse un peu la parole à la salle. Alors, il y a des professionnels, des économistes de la construction, dans la salle et via YouTube. Il y a des acteurs de toute la filière, et il y a bien évidemment des étudiants en économie de la construction, parce que c'est une filière qui est très active et qui, on en parlera peut-être cet après-midi, les étudiants économistes, une fois diplômés, trouvent un emploi, ce qui est quand même, dans la situation économique et sociale actuelle, formidable. Alors, si vous avez des questions sur le plan climat, sur le plan la RE 2020, sur le plan de rénovation énergétique, sur toutes ces problématiques écologiques, climatiques et du bâtiment, n'hésitez pas, on vous écoute, il y a deux experts. Monsieur, peut-être que je ne sais pas s'il y a un micro qui peut... D'accord. C'est pour M. Alessal. Oui. C'est ça. Vous avez parlé, vous employez le mot copropriété. Parce que là, il y a un gros problème actuellement. J'ai fait des contacts avec EDF, avec un certain nombre d'acteurs énergétiques pour rénover une copropriété. Et chaque fournisseur, non, on ne fait que les maisons individuelles. Alors, c'est possible pour les copropriétés au jour d'aujourd'hui d'être pris en charge, suivant les revenus des locataires, d'être pris en charge ou des propriétaires pour rénover des propriétés de 100 logements, par exemple?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs éléments pour répondre à votre question. Donc, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, mais la question, c'était sur la possibilité d'adresser finalement la cible copropriété dans la rénovation énergétique. Donc, il y a à la fois une dimension sur l'accompagnement de la copropriété, donc qui est finalement une gouvernance spécifique avec du coup les copropriétaires en tant que personnes physiques individuelles, le conseil syndical et le syndic, donc le syndicat de copropriétaires. Et donc finalement, ces agrégats d'acteurs-là ont des logiques et des intérêts qui sont la plupart du temps relativement convergents, mais pas complètement alignés parce que ils sont soumis à des règles différentes. Et par exemple, par rapport à une dimension collective, un copropriétaire individuel peut ne pas forcément être intéressé par rénover l'ensemble de la copro pour X ou Y raison, que ce soit un motif financier ou une trajectoire résidentielle qui fait qu'il n'a pas forcément le souhait de s'investir. Donc, en gros, le sujet, c'est d'une part l'accompagnement. Donc, il y a une partie de la réponse avec le développement du réseau FAIR que j'évoquais tout à l'heure, où les conseillers sont formés et outillés pour accompagner les copropriétés en tant que syndic, mais aussi les copropriétaires individuels dans la construction, la formalisation d'un projet de rénovation énergétique. Donc, il y a des aides financières. Donc, il y en avait qui existaient préalablement et désormais, il y a MaPrimeRénov' copropriété donc, qui permettra de fournir une aide finalement financière qui soit directement versée au syndicat de copropriétaires. Donc, c'est une aide collective, là où avant, on était sur des aides individuelles. Donc, il fallait, pour autant de copropriétaires, mettons sur 100 logements, donc 100 aides différentes. Donc là, il y en aura une qui sera aveugle du statut donc de propriétaire occupant ou bailleurs et du niveau de revenu des copropriétaires. Donc c'est une amélioration, une simplification du parcours qui est extrêmement importante. Et puis ensuite, il y a le financement du reste à charge qui repose sur d'autres dispositifs, notamment des prêts comme l'éco-prêt à taux zéro, qui a été simplifié par l'État donc à l'été 2019 et qui permet de financer des travaux collectifs, notamment en copropriété. Il y a d'autres dispositifs, les agences bancaires proposent des prêts également, des prêts immobiliers. Et puis ensuite, il y a le dernier volet, c'est sur les outils. Donc l'obligation de réaliser un diagnostic technique global ou d'avoir un DPE collectif, un diagnostic de performance énergétique, qui permet d'avoir des renseignements précis sur l'état énergétique et carbone aussi du logement, parce qu'il y a des indicateurs également sur le niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur la rénovation des copros, il y a une bonne dynamique. L'enjeu, c'est vraiment de monter en puissance là-dessus, parce que effectivement, et je le reconnais avec toute l'humilité qu'il faut, c'est aussi un angle mort des politiques publiques nationales en matière de rénovation énergétique. On adressait surtout la maison individuelle avec une faible adaptation finalement de ces enjeux à la copropriété. Et derrière, c'est aussi en miroir, et là c'est plus à mon collègue et voisin que je m'adresse, la capacité des professionnels aussi à s'organiser pour répondre à cette cible-là qui comporte des enjeux vraiment particuliers. Mais, pardon, il faut unanimité des copropriétaires, parce qu'au sein d'une copropriété, tout le monde ne converge pas, ou majorité, ou simple, ou aux 2/3 ? Alors, on est sur des règles de majorité. Donc, D'accord. Il y a eu des modifications récentes sur le droit de la copropriété dans la loi qui permettent de simplifier effectivement les différentes règles de décision en fonction de la nature de cette décision. Mais on est sur une logique de majorité, effectivement. D'accord. Monsieur, oui. Je vais peut-être aller plus loin dans l'inquiétude que M. Tessier avait par rapport au manque de rouage, par rapport du coup aux primes, aux aides qui sont proposées. Est-ce que clairement il y a des aides par rapport à l'ingénierie, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre ou l'économie de la construction ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour ce premier chaînon qui permet effectivement de faire la prescription, donc ensuite les solutions soient les bonnes, et si c'est uniquement des primes sur les travaux, du coup il va effectivement manquer un chaînon. Donc c'est précisé. Est-ce que ça c'est prévu ou c'est uniquement les travaux? Je peux répondre effectivement là-dessus. Dans le cadre des évolutions de MaPrimeRénov' pour
pour ce qui concerne les logements. Donc il y a un forfait qui est en cours d'intégration pour financer l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est-à-dire que le ménage pourra, en complément des aides financières qu'il va récupérer pour les travaux, avoir aussi un financement de l'ingénierie qui lui permettra de formaliser son projet donc auprès d'un architecte, d'une entreprise de maîtrise d'œuvre. Et par rapport au dispositif en complément que j'évoquais tout à l'heure, donc le programme d'accompagnement à la rénovation énergétique, donc avec les structures du réseau FER, il y a aussi des financements pour la réalisation de prestations de maîtrise d'œuvre ou d'audit énergétique par des entreprises. Et donc là aussi, il y a la possibilité pour les ménages, pour les structures, de bénéficier de financement dans ce cadre-là. Ouais, votre réponse illustre vraiment ce que je parlais. Les aides que vous évoquez sont là pour donner, vous avez parlé d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'audit énergétique, ça donne une première indication. Ce qui manque comme rouage, c'est la vue plus globale sur l'ensemble du projet et l'accompagnement du projet dans la phase de travaux. C'est ce que j'évoquais, parce que il existait des dispositifs de type chèque énergie dans les régions qui n'avaient que pour incidence de faire un audit énergétique. Leur concrétisation en travaux, on s'est aperçu qu'il y avait un problème. C'est que les ménages ne passaient pas de l'audit à la réalisation, pas toujours, parce que ils recevaient des devis d'artisans qui n'étaient pas du tout en lien avec ce qui avait été dit avant. Ils étaient perdus et donc ils n'engageaient pas les travaux. Donc c'est ce que j'évoquais, et votre question, je pense, c'était d'aller un peu plus loin que ces pré-conceptions, ces pré-études, pour aller vers vraiment une étude concrète et une maîtrise de l'ensemble du projet. Voilà. Pour les différents cas de figure qui sont très nombreux. Oui, alors on parle, encore une fois, je n'ai pas de doute sur les marchés publics, aussi, sur les bailleurs sociaux, tout ça. C'est plutôt sur le privé, le public, où intuitivement, ils ne vont pas forcément penser à faire appel à un économiste pour engager les travaux. Voilà. Donc il faut les aider à y penser. Oui, tout à fait. Et juste un petit complément, il y a aussi des expériences, notamment dans différentes régions, que ce soit en Grand Est, en Île-de-France ou dans la région Hauts-de-France, de sociétés de tiers financement. Donc ce sont des outils qui intègrent un accompagnement et une ingénierie technique et financière au bénéfice du coup des ménages ou des copropriétés qu'ils accompagnent. Et donc c'est aussi une démarche finalement qui permet d'aller plus loin par rapport à ce que vous indiquiez et qui effectivement est un vrai sujet. Enfin, je pense qu'un des enjeux aussi auxquels répond le gouvernement via la mise en place du réseau FER et son extension, c'est aussi de qualifier ces éléments-là et d'avoir une vision plus globale du projet, donc de l'amont jusqu'à l'aval. Mais c'est quelque chose effectivement qui se construit et on a encore des marges de progression en la matière, ça c'est clair. Si vous avez des questions, des remarques, monsieur ? Je vais remettre une couche, puisqu'on y est continuant. L'enjeu patrimonial. Là, on voit en ce moment réaliser des opérations de rénovation énergétique sur des opérations de logement social, où on balance du polystyrène par wagon parce que c'est la solution facile du moment, où on colle des choses sur des bâtiments qui n'ont jamais été entretenus parce qu'ils avaient de très bonne qualité constructive. Je pense à des façades préfabriquées qui n'ont jamais été entretenues depuis 40 ans, qui nécessitent juste un nettoyage, pas de ravalement, etc. On va coller du polystyrène avec des revêtements plastiques épais. En fait, il y a des tas de rénovations énergétiques imbéciles qui vont générer de l'entretien pour des bâtiments, la mise en place de systèmes qui ne sont pas du tout pérennes. Et il faudrait aussi aider à l'intelligence chez les maîtres d'ouvrage. On a plein de maîtres d'ouvrage qui ne sont pas sensibles au patrimoine, pas sensibles à cette notion d'entretien et de pérennité, et qui cherchent juste de la subvention et de gagner des étiquettes. Parce que quand on essaie de débattre avec eux, on voit très vite que c'est l'étiquette avant tout, et ils font fi du bâti sur lequel ils interviennent. Merci. Bon, vous êtes filmé ? Non, mais au-delà de la discussion, du débat sur les maîtres d'ouvrage, je pense que ça illustre bien tout ce que je disais. C'est qu'il y a une bonne volonté indéniable d'aller aider à la rénovation et de faire des gains sur les bâtiments anciens. Voilà, si on laisse faire directement
notamment les entreprises, forcément que l'entreprise qui pose de l'isolant extérieur va très bien faire son métier et va le poser. Il n'y a pas de doute. Sauf qu'il faut aller plus loin que qu'est-ce qu'il y a derrière, comment va se comporter le logement, est-ce que je vais créer un point de rosée et des problèmes d'humidité à l'intérieur, enfin ainsi de suite, quoi. Voilà. Est-ce que c'est la communication qui peut être le palliatif, la communication professionnelle aux acteurs de la construction, ou ça reste insuffisant et puis il y a de la formation Encore une fois, la communication, oui, il faut permettre la montée en compétences. Ouais. Mais un maître d'ouvrage doit être accompagné de quelqu'un qui va l'aider à prendre conscience de son patrimoine, de son bâti, éventuellement des solutions adaptées à ce bâtiment-là, dans ce contexte-là, et aider ensuite l'entreprise à mettre les bonnes solutions. C'est ce qui se fait dans le neuf, c'est ce qui se fait dans beaucoup de projets. Dès en amont, dès la phase d'amont, dans la demande ou l'expression de l'appel d'offres. Oui. D'accord. Voilà, ça se fait naturellement. En avant-conception. Voilà, donc il faudrait aussi qu'on puisse l'inciter dans tous les programmes de rénovation énergétique si on veut atteindre les cibles visées. Voilà. Clairement, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à la fois aussi de pluridisciplinarité et d'avoir des constructions finalement d'équipes de professionnels qui ne soient pas juste concentrés sur leur corps d'état de travaux, mais qui approchent aussi le bâtiment dans ses différentes composantes et également sur sa dimension patrimoniale et architecturale. Et pour le coup, il y a, par rapport à la question que vous posiez sur comment on fait finalement pour y répondre, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a une dimension qui va être de l'ordre de l'obligation. Donc, dès lors que on met en place des certifications, des labels comme le label RGE pour éco-conditionner finalement l'accès ou l'obtention aux aides par le fait d'avoir ce label-là pour l'entreprise, également d'avoir une réglementation qui soit sévère sur les malfaçons, sur les pratiques frauduleuses, etc. Je pense que ça aussi, c'est une manière de répondre. Mais il y a aussi d'autres manières qui sont plus dans les partages d'expériences entre pairs. Donc, il y a des démarches de clusters ou de réseaux sur le bâtiment durable qui se mettent en place dans différentes régions depuis de nombreuses années et qui organisent cette montée en compétences des acteurs autour de projets. Moi, j'ai assisté en Île-de-France à des réunions dans ce cadre-là avec la démarche bâtiment durable francilien. Il y a la même bâtiment durable méditerranéen en région sud, en PACA. Et en fait, ce sont des amphis comme ça, mais qui sont remplis de professionnels dont l'un d'entre eux vient rendre compte d'un projet qu'il a mis en place à ces différentes étapes, que ce soit en conception, en réalisation ou en exploitation, et qui décrit son projet face à des architectes, des thermiciens, des bureaux d'études, des diagnostiqueurs. Et finalement, son projet est évalué par les autres, pas en lui donnant du coup des critiques de vous avez bien ou vous avez mal fait, mais plus en disant voilà les difficultés que moi en tant que professionnel j'ai pu rencontrer à ces différentes étapes. Et finalement, il y a une montée en compétences collectives sur la manière d'y répondre, des expériences similaires ou au contraire extrêmement différentes par rapport à celle qui est présentée, ce qui permet d'ailleurs derrière de valoriser les projets et de leur donner un rayonnement. Et tout ça, ça participe aussi d'une montée en compétences globale. Donc, on parlait du MOOC bâtiment durable. Il y a le plan bâtiment durable qui organise aussi un certain nombre d'événements et de rencontres avec les différents acteurs. Et je pense que c'est peut-être pas effectivement la seule solution, mais ça participe de la réponse. Est-ce que vous avez des... Monsieur ? Bonjour. Sur les choix de matériaux.
Oui, clairement, on note une évolution extrêmement forte à la fois dans les pratiques et dans les injonctions des pouvoirs publics en direction des acteurs qui réalisent des projets sur justement la prise en compte des enjeux carbone et donc des matériaux. Donc il y a à la fois sur la décarbonation des énergies qui permettent d'assurer les fonctions notamment de chauffage des bâtiments ou de refroidissement d'ailleurs, et également sur le choix des matériaux. Donc il y a des expérimentations effectivement sur l'utilisation de paille, de bois également. Donc on voit que tout ça se développe, que les collectivités s'en saisissent également, et donc également une prise en compte du confort d'été. Et donc, pas seulement parce qu'au départ, on prenait la question de la rénovation, d'ailleurs, on disait thermique, en référence au fait qu'on avait froid dans son logement. Et donc, on pensait vraiment au confort d'hiver. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur une approche que d'ailleurs la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, disait qu'elle appelait de ses voeux le fait qu'on parle de rénovation environnementale pour bien montrer cette approche-là que vous décrivez sur la nécessité d'embarquer à la fois l'énergie, mais aussi d'autres dimensions de la lutte contre le changement climatique et notamment la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. Donc clairement, il y a une tendance qui évolue là-dessus. Il y a des éléments de la réglementation qui permettent aussi d'encourager et d'inciter ces pratiques-là. Donc on en prend le chemin clairement et je pense que ça fait partie aussi des éléments de rupture qu'on évoquait en début de notre conférence, à la fois sur la construction neuve mais aussi sur l'existant et sur cette vision un peu à 360 sur ces objets-là. Oui, j'ajouterais effectivement qu'il y a des solutions techniques qui existent et les industriels vont continuer à proposer des matériaux et des solutions pour rénover en utilisant plutôt des solutions bas carbone. Je pense que la réglementation évoluera aussi. On a une réglementation thermique, effectivement, sur le bâtiment existant qui est très ancienne maintenant. On arrive avec, sur les bâtiments neufs, cette nouvelle réglementation environnementale avec l'énergie, le carbone, effectivement le confort d'été. Voilà, je sais qu'il y a des prémices de réflexion sur comment on pourrait faire évoluer la réglementation de l'existant en s'inspirant du neuf et imposer ce travail sur le carbone. La complexité, c'est qu'il faut être capable de caractériser le bilan carbone d'un bâtiment existant et avec tous les matériaux existants. Et là, on manque, a priori, de données carbone sur la pierre, le moellon, les pans de bois. Mais en provenance des industriels fabricants ? En provenance, non, des scientifiques et de la littérature. C'est-à-dire, d'accord. Là, c'est des bâtiments existants qui ont été mis en place. Parce que historiquement, pour raisons historiques, voilà. C'était pas... C'est une difficulté. Donc, il n'y avait pas de légende, entre guillemets. Voilà. Donc peut-être que la réglementation peut évoluer et faire en sorte qu'elle impose quand même le carbone sans essayer de chercher à caractériser le bâti existant, et juste en travaillant sur les matériaux nouveaux. Pour être pragmatique. Voilà. Dans 30 ans, il n'y aura plus ces problématiques. En plus, avec l'intelligence, toutes les datas qu'on va collecter, on saura caractériser un bâtiment, de quoi il est fait. Oui. Donc là, je pense, pour l'instant, la réglementation, on va mettre en œuvre la réglementation pour le neuf, et je pense qu'on se reverra pour reparler d'une nouvelle réglementation sur l'existant qui sera plus ambitieuse qu'actuellement. Alors justement, sur la RE 2020, il y a tout un phasage jusqu'à l'été 2021. Quelle est la prochaine étape ? C'est des étapes de communication, mais comme il y a une pluralité d'acteurs qui est concernée, quelles sont les différentes étapes à venir sur le plan de rénovation énergétique ? Oui, il y a plusieurs éléments avec du coup la semaine dernière l'annonce du plan de relance, sa mise en œuvre effective dans les prochaines semaines, donc avec notamment les évolutions sur MaPrimeRénov', pour la rénovation des logements des particuliers, donc dès le 1er janvier 2021. La ministre Emmanuelle Wargon s'est engagée à ce que les projets qui ont la possibilité de démarrer dès le début du mois d'octobre
octobre seront éligibles au nouveau barème dès lors qu'ils répondent aux différents critères d'éligibilité. Donc sur le volet du logement, il y a cette séquence qui s'ouvre à partir du 1er janvier. Concernant les bâtiments publics, qu'il s'agisse des collectivités ou de l'État, les choses sont déjà en place. Donc en fait, ça y est, la dynamique est lancée. Maintenant, il s'agit de sortir les projets et donc de réaliser ces opérations de rénovation. Pour les entreprises également, donc tout à l'heure, je parlais du crédit d'impôt pour les TPE-PME. C'est l'affaire de quelques jours pour présenter le dispositif dans sa version complètement finalisée, opérationnelle. Donc on est en train d'ajuster les derniers calages, mais c'est parti. Et puis après, plus largement, par rapport aux autres enjeux de la politique de rénovation, donc il y a le nouveau diagnostic de performance énergétique, donc le DPE, qui sera opposable au 1er juillet 2021. Donc là également des travaux sur le label RGE, donc pour le renforcer encore davantage. Des mesures qui vont se renforcer également sur la lutte contre la fraude. Donc voilà, en gros, le calendrier, c'est une accélération forte au premier semestre 2021, la poursuite des concertations, notamment la concertation, parce que j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais sur la 5e période des certificats d'économie d'énergie, donc qui doit démarrer en janvier 2022. Donc ce sont aussi des temps qui permettront à la fois d'échanger sur les objectifs, sur la manière de les atteindre, sur les pratiques et du coup sur la manière dont la filière, dans sa diversité, pourra répondre à ces différents enjeux. Il y aura des suivis et des retours d'évaluation sur l'appropriation par les différents clients finaux. Sylvain parlait des ménages, important, mais aussi par les entreprises, par les acteurs des collectivités, l'administration, différentes strates des collectivités. Il y aura l'État aussi, il y aura une évaluation sur la dépense, le retour sur investissement et l'appropriation. C'est un enjeu auquel est particulièrement attaché le Premier ministre et il l'a indiqué la semaine dernière dans son allocution. L'enjeu, c'est à la fois de mettre en place toutes ces actions-là, et j'en ai évoqué un certain nombre, elles sont nombreuses, mais aussi de s'assurer que ça atterrit dans la vie quotidienne des gens et qu'il y a des indicateurs de résultats concrets qu'on arrive à faire remonter. Donc c'est un enjeu effectivement qui est bien partagé entre nous et donc là-dessus effectivement il y aura une attention particulière des services de l'État à la fois en centrale au niveau du ministère mais aussi dans les services déconcentrés pour s'assurer que toutes ces mesures-là atterrissent dans la vie quotidienne des gens. C'est ce que tout à l'heure vous évoquiez comme le dernier kilomètre et c'est une mission qui est aussi au cœur de la coordination interministérielle. Juste pour rebondir donc, sur les cellules déconcentrées, est-ce qu'on ne peut pas envisager d'avoir une sorte de commission qui valide des projets dans lesquels on intègre une véritable intelligence de conception? Je ne doute pas que les industriels ont fait état de progrès, ils nous le prouvent tous les jours. Les matériaux qui sont très carbonés ont fait des progrès phénoménaux depuis qu'on parle de RT et de BBC. Est-ce qu'on ne peut pas envisager dans les instances déconcentrées une instance de compétences qui valide des projets qui sont ambitieux et audacieux. C'est-à-dire, tout à l'heure on parlait de la paille, faire valider de la paille quand il faut faire des croix dans des cases, c'est impossible. Il y a beaucoup de matériaux biosourcés qui ne passent pas les fourches codines parce qu'elles n'ont pas les bons certificats, les bons agréments, etc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une instance d'intelligence collective au sein de l'État qui valide un projet intelligent fait par un maître d'ouvrage ambitieux qui s'est entouré d'une bonne maîtrise d'œuvre? Ça, vraiment, on le demande et c'est ce qui va pousser la machine et c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin et d'être plus ambitieux, d'avoir plus d'envie, de qualité et de bien-être, parce qu'on sait très bien que quand on va utiliser des matériaux vertueux, on va améliorer la qualité de vie des habitants et avec des matériaux qui ne sont pas biosourcés, on dégrade des fois, on améliore le chauffage, mais on dégrade beaucoup d'autres choses. Donc l'innovation peut être freinée dès le démarrage. Tout à fait. Tu es dans l'œuf. Parce qu'il faut rentrer dans des cases. Ouais.
Alors, sur le fond de ce que vous dites, je partage complètement le propos. Il y a un vrai besoin de renforcer l'intelligence collective et je pense profondément, et pour l'avoir vu aussi en pratique, que le fait de mettre autour de la table des personnes différentes avec des compétences diverses fait progresser le collectif. Tout à l'heure, j'évoquais les réseaux bâtiments durables et les différents clusters qui se mettent en place, qui jouent finalement un peu le rôle que vous décrivez, même s'ils n'ont pas de pouvoir de validation du projet, mais plus de qualification et d'analyse de ses qualités. Après, pour vous répondre très précisément, je pense que ce que vous dites serait possible, mais ça va dépendre profondément du projet et du cadre juridique dans lequel il s'inscrit. C'est-à-dire que ce type de gouvernance que vous imaginez, en gros, ça ne peut pas être l'État qui valide un projet qui relève par exemple des collectivités territoriales. Il y aura du coup une analyse de la conformité par rapport à la réglementation, mais on ne peut pas du coup se substituer à l'autorité locale qui est maître d'ouvrage pleine et entière du projet. Donc il y a des enjeux, pour répondre précisément, qui vont relever vraiment de la construction juridique de ces projets-là et de la capacité et de la compétence au sens vraiment juridique et pas technique des uns et des autres de pouvoir intervenir. Mais après, d'avoir des lieux de discussion et de construction collective, ça, à minima, ça se met en place assez simplement dès lors que chacun est motivé pour le faire. Merci. On a dépassé d'au moins un quart d'heure cette conférence qui était très riche. Alessal, Sylvain Tessier, merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été si nombreux, ici, en présentiel et à distance sur YouTube. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et YouTube, où il y aura toute la communication liée à ces programmes et ces conférences. Et on a un certain nombre d'autres conférences cet après-midi, dont un grand débat sur les ruptures, et des conférences cet après-midi et demain aussi. Monsieur Sall et Monsieur Tessier, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée.